C'est parti. Tout le monde a bien mangé? Si vous voyez dormir, je vous réveille. Okay? Vous au fond là-bas, vous avez de la chance, je ne vous voyais pas. Je répète, si vous voulez vous approcher un peu. Il y a des bonbons, ils sont ici. C'est pour vous, hein? Moi je ne les veux pas. Donc voilà, c'est la session L'agilité et le mal, l'histoire d'Aïe. Moi je suis Sam Cranford, c'est moi. Voilà, développeur logiciel depuis très longtemps. Agiliste depuis presque aussi longtemps. Beaucoup d'expérimentation dans l'agilité, dans la transition vers l'agilité. Et je vous préviens aussi, donc la présentation c'est en français américain. Je suis américain. Je ne suis pas un supporter de Trump, mais ça plat de suite. J'aime pas beaucoup Hillary non plus, mais donc voilà. Donc le sujet de la présentation. Souvent, c'est la troisième année, je fais des présentations basées sur la littérature française. En fait, j'ai un diplôme de la fac de lettres de Montpellier, où j'ai eu l'opportunité d'étudier beaucoup de littérature française. Qui connaît cette personne? Allez, garde les mains en haut. On a mieux qu'à Bordeaux, hein? On a même pas 10 quand même. C'est un grand écrivain français. Il a créé plein de sortes d'œuvres différentes. Et donc, il a créé un livre que nous a donné le titre, le sujet de cette discussion, qui s'appelle « La littérature et le mal ». Il a créé à la fin de sa vie, il était devenu plus philosophe, et il voulait explorer le mal et l'influence de le mal sur la littérature. Et il constatait que la plupart d'œuvres littéraires, ils avaient derrière eux un mal, quelque part. Ils étaient influencés par le mal. Donc, moi j'ai dit, tiens, c'est pas mal comme idée. J'aime bien ce écrivain, j'aime surtout ce livre-là, qu'il a créé au début. C'est un livre qui était publié sous un pseudonyme. Je l'ai lu quand j'étais à la fac. Et comme c'est marqué, il est un peu histoire de cul. C'est pas mal quand on est étudiant à la fac. Surtout, ça me fait penser à beaucoup d'informaticiens qui, quand ils commencent, ils sont pleins d'orgueil et un esprit d'invincibilité. Ils peuvent tout faire, je veux tout tenter. C'est un peu ce qu'il a fait avec ce livre-là. Et donc l'agilité dans tout ça. Pour moi, je vois bien dans beaucoup de méthodes agiles, beaucoup de pratiques, les principes, ils ont été influencés par un mal quelque part dans notre travail de développeur, de product manager, de start-upper. Normalement, à ce moment-là, je demande à quelqu'un de venir me scriber, mais c'est la plus grande scène sur laquelle j'ai fait cette présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir noter sur le tableau? Est-ce que j'ai un volontaire? Parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Sinon, on n'est pas obligé. Hein. J'ai déjà prémarché les sujets. Non? Ok. Ouais? Ah, c'est pas grave, hein? Tiens, on va ramener par ici. Est-ce qu'on a un marqueur?
Comment tu t'appelles? Hugues, enchanté. Merci Hugues. Tu as les marqueurs ici. Quelles idées est-ce que vous avez de mal qui nous a poussé vers l'agilité? Les délais? Les délais. OK. On a toujours les délais, mais des délais non respectés. OK. Le coût non respecté? Ou le coût tout court? Bah, il faut payer à un moment donné. Hein. D'autres mal. L'effet tunnel. Très bien celui-là. Patience, patience. Il fait bien, il fait bien. La mauvaise interprétation de besoin. Effet tunnel, ouais. D'autres choses? Je veux voir si je suis calé avec ce que vous me sortez. De ce côté-là, j'ai pas eu de réponse de là-bas. Les qualités, très bien celui-là. D'autres choses? Besoin qui change. D'autres choses? Un effet de mode. Ça nous a poussé vers l'agilité? Ça nous a tiré peut-être vers l'agilité. Et oui, c'est mal, je pense. Éviter le superflu. C'est pas mal d'éviter le superflu. Donc c'est le superflu qui a mal, en fait. En fait, c'est faire le plus important. De faire le... Ouais, mais faire le superflu qui a mal. Oui, oui, ok. Un dernier. Duplication? Communication. C'est ça? Communication. Communication. Merci. Mauvaise communication alors. Oui. Oui, exact. La communication, c'est bon, donc si c'est mal, c'est forcément pas bon. L'incommunicabilité ou l'incommunication. Allez, je te laisse faire. Okay. Un autre dernier volontaire de nous prendre en photo avec vous. Les priorités? Les priorités, puis on a... T'as poussé le bouton rouge, Je reviens bleu. sur le mal à chaque fois. Regarde. T'as les slides? Merci. Je ne pouvais pas faire un selfie, mais... OK. C'est bon? On a tous les mâles possibles. OK. Merci, Hugues. You can have your seat. Ouais, si tu veux, hein? Je suis pas assuré. C'est pour ça. Personne veut des bonbons? Qui veut... Lève la main si vous voulez des bonbons. D'autres personnes? Oui, allez. Encore? Vous partagez, hein? Ici? Allez. Ça me fait de la peine. OK. Je sais que ça vous donne de l'énergie après le repas. OK, on était où là? Donc, l'agilité est une réponse à, entre autres, ce mot ici. Vous connaissez cette graphique? Qui a déjà vu cette graphique? Oui? Est-ce que c'est vrai? C'est le triangle de qualité, rapidité et prix. Donc on dit qu'un client peut choisir deux. Dans l'agilité, il n'y en a que deux parce que qualité est invariable. Donc en fait, on est parti, l'historique de l'informatique
et de développement de logiciels, on était parti basé sur la construction matérielle, des choses physiques. Et donc là, on a approprié plein de processus de gestion de projet qui n'étaient pas forcément bien adaptés. Ce qui a une différence entre construire une maison et construire un logiciel. Une petite différence. Si la maison il va pas, bah, ça coûte cher pour le détruire, le reconstruire. Le logiciel, ça coûte juste le temps. Donc on était parti sur un mauvais processus. Vous connaissez cette graphe-là? Oui. Qui utilise les chartes Gantt? Elle est née par honte. Oui, mais est-ce que vous utilisez toujours? Oui? Il n'y a pas honte, non? Il y a certains processus qui sont adaptés. Le développement logiciel est particulièrement mal adapté. Du moins qu'on a un besoin super clair. Qui a déjà bossé sur un projet avec un besoin super clair? Personne? Oui? Ça existe, hein? Mais c'est pas le plus commun. Le charte Gantt, ils étaient créés par un militaire américain, je pense autour de la Première Guerre mondiale. L'armée utilisait, les adoptés, ils utilisaient partout. Je pense que c'était juste après la fin de la Deuxième Guerre, ils l'ont abandonné majeurement parce que il est difficile de prévoir l'avenir, surtout sur un charte Gantt. Les complexités accidentelles. La complexité, il y a toujours complexité dans un projet. Souvent, il y a beaucoup de complexité accidentelle qui ne portent pas de valeur au projet. Donc ça, c'est aussi un mal. Le mal de créativité forcée. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un d'être créatif? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un d'être heureux? C'est pareil. La créativité, on peut le donner les bonnes conditions, une bonne vision, une idée de ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire « sois créatif, maintenant, va, créer ». Ça ne marche pas comme ça. Qui a dit le besoin? C'est par là-bas. Le besoin mal défini. J'adore cette slide. C'est vraiment... l'ingénieur, c'est quelqu'un qui doit faire des devinettes précises basées sur des données unreliable. Voilà, vous avez tout compris. Mais est-ce que vous avez déjà eu cette impression d'avoir été demandé de faire ça? On te demande un besoin pas clair. On te donne souvent une date. J'ai besoin de ça et j'ai besoin dans 2 mois. D'ici 1 mois, je te donnerai plus de détails. Mais les 2 mois, ça reste. Donc, ça c'est un problème. Et puis, ça nous amène à cette slide-là. Donc, la compréhension. Bon, le client, il est exprimé comme ça. Le chef de projet est compris comme ça. Après, l'ingénieur est conçu comme ça. Le programmeur l'a créé différemment. Le marketing l'a vendu comme un grand 8. Et tout ce qu'il voulait, c'était un petit balançoire. Et tout ça pour 15 millions. C'est ce dont il avait besoin. Oui, voilà. Il aurait préféré ça. Mais pas les autres. Et celui-là, j'aime beaucoup. Combien de fois il y a un chef de projet ou
quelqu'un qui gère les programmeurs, qui leur dit « c'est pas grave, c'est jetable, il me le faut pour la semaine prochaine, si ça marche pas parfaitement, c'est pas grave ». Ça nous stresse. Ça me fait pleurer. C'est méchant. C'est méchant de demander aux ingénieurs de faire quelque chose mal. Et c'est pas normal. Je reviens dessus. Je suis étonné que les Français ne connaissent pas ce film. Qui reconnaît le film? C'est 35 heures et ça suffit, je pense. Oui. C'est un film de... Ah, en parlant de Trump. Qui a vu le film Idiocracy? On a une personne, ok? Idiocracy, il faut le voir. C'est par le même directeur. Donc ce film-là, je disais, de 90, c'est l'histoire d'une équipe de développeurs qui travaillent dans une entreprise qui c'est mal géré. Et c'est leur vie. Et donc c'était il y a 20 ans, plus, 25 ans. Et je vous jure, vous regardez le film, c'est votre quotidien. On n'a pas évolué, hein. Du moins que si vous êtes en full scrum et full agilité. Beaucoup de gens travaillent toujours comme ça. Et donc ce gars-là, il est placardé. Ça, c'est le dernier bureau dans le sous-sol. Et tout ce qu'il voulait, c'était son grapheuse. Qui est devenu tellement populaire, si vous cherchez Swingline rouge, vous pouvez acheter ce même grapheuse. Combien de fois on a une urgence exprimée de la direction, de la cliente, mais il le faut pour la semaine prochaine, absolument. Nous, c'est plus en 4, en livre. Ça y est, c'est un UAT. On a fait. Et combien de temps ça reste en UAT? Les clients étaient urgents, fallait absolument pour la semaine prochaine. Tu le contactes 3 semaines plus tard. Ah non, on n'a pas eu le temps. Ça vous est jamais arrivé? OK. Heureusement, on a ça pour nous sauver. Qui connaît le manifeste agile? C'est une session pour débutants, donc on peut avoir des gens qui ne le connaissent pas. Qui peut me le réciter? Non? Le 4 valeurs, le 12 sous-principes. Les 4 valeurs sont là. Donc, déjà, les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils, okay, le logiciel opérationnel, plus que la documentation extensive, la collaboration avec les clients, plus que le négociation contractuelle, et l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Ce que j'aime bien, c'est tous les éléments sont importants et nécessaires. C'est le plus que qui change tout. Par exemple, un plan. Il faut absolument avoir un plan. Mais il faut aussi en même temps comprendre qu'il va changer. Qui a déjà fait un plan qui a été suivi jusqu'au bout et le ciel était bleu et les oiseaux chantaient? Non? Okay. Moi non plus. Les plans, ils changent tout le temps. On a le 12 sous-principes qui sont très très importants. Je suis formateur agile. Je dis systématiquement à tous mes stagiaires, si vous posez des questions sur ce que vous êtes en train de faire, vous revenez et vous lisez ce document et vous avez les réponses. Il y a aussi, qui connaît celui-là? Le Software Craftsmanship Manifesto. J'ai eu une discussion récemment avec un Français. Et donc ça, c'est traduit en français.
Et il me disait, en fait, l'artisanat en français, ça porte pas peut-être le même knack que software craftsmanship. Pour vous, craftsmanship, c'est artisanat? Oui, mais si tu dis que quelqu'un est artisan, tu embauches un artisan pour venir te refaire le toit. Est-ce qu'on attend de lui? Oui, ben forcément professionnel. Voilà. Donc il y a aussi cette manifeste qui est plus récent, je pense de 2005. Et lui, il met plus de valeur sur de bien faire. Et ça vient vraiment de un sentiment de développeur de ce slide précédent, là, de ça. On était souvent demandé de faire quick and dirty, on doit livrer vite, c'est pas grave s'il y a des bugs, sauf qu'ils reviennent toujours dire « Ah, mais il y a des bugs !» Attends, tu te dis il y a 2 semaines et c'est pas grave. Faut décider. Donc on prend les 2 manifestes, on les alambique, et on a le happy face, plein de bonnes valeurs et principes. Donc il y a plusieurs principes qui ne sont pas forcément notés, mais il y a le courage. Qui parle latin? No one? Personne? Qui comprend ce qui est marqué? C'est quelque chose que j'ai entendu toute ma jeunesse, en anglais, comme je suis américain. God, give me the courage to accept the things that I cannot change, to change the things I can change, and the knowledge to know the difference. Okay? Or the courage to know the difference. Donc c'est ça. Il faut accepter ce qu'on peut pas changer. Il faut changer ce qu'on peut changer. Mais surtout, il ne faut pas se laisser écraser et faire la peinture sur les animaux morts sur la route. Le professionnalisme. Déjà, le panneau, il nous donne des bonnes valeurs. Vous avez entendu parler du livre Clean Coder. Qui a déjà entendu parler de Clean Coder? Hein? Il y a un livre, c'est de Uncle Bob. J'ai oublié son nom, vrai nom. Robert. Lui. Il a créé un premier livre qui est vraiment pour les codeurs, c'est Clean Code, qui explique comment créer des bons codes propres, maintenables, réutilisables, etc. Il a créé un deuxième called Clean Coder, et ça parle plutôt de comportement de développeur, et dans un chapitre entièrement basé sur le professionnalisme. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une partie, il dit un développeur fait une estimation de 3 semaines sur un feature. Il y a on va dire le chef de projet qui revient et dit ouais, en fait, il nous faut vraiment pour 2 semaines. On peut le faire en 2 semaines, non? Donc, qu'est-ce que fait un professionnel? Il dit non, je l'estimais à 3 semaines. Je peux le faire en 3 semaines. Ou si tu veux, on peut discuter, on peut voir ce qu'on peut faire en 2 semaines. Et puis le chef de projet, il répond, ah ouais, comment? Si tu fais un effort. Gentil ça. Comme je ne suis pas en train de faire un effort déjà. J'ai calculé 3 semaines en faisant un effort. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire un effort? Ça veut dire mettre les lignes sur l'animal mort. Ça veut dire fais la merde. Fais pas la qualité. Est-ce que c'est professionnel? Ben non. Est-ce qu'on est fier de faire quelque chose mal fait? Est-ce que vous êtes fier de votre travail? Moi, je suis fier de mon travail. Je n'aime pas quand on me demande de faire quelque chose que j'aurais honte. De rentrer à la maison et dire « Salut les enfants, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de vraiment sale. » Donc il faut avoir l'intégrité, honnêteté.
le courage d'être honnête, et le respect. Ça, c'est les bases du professionnalisme. Maturité. Qui connaît cette charte? On a quelques-uns. C'est le CMMI, c'est le Capacity Maturity. Je vais oublier le deuxième M. Modèle. Et le I, c'est quoi? Oui, ok. En gros, c'est une façon de juger la maturité d'une entreprise de faire son travail. C'est ça? Donc, on a 5 niveaux. Si on arrive au niveau 5, on est comme sur les rails, tout se passe très bien, on comprend, on traite, on produit, et ça part, et on gagne de l'argent. Le level le plus bas, on prend les besoins, on se va discuter, on va éventuellement sortir quelque chose, ou pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième modèle qui s'appelle le Capacity Immaturity Model. C'est CIMM. C'est pas une blague. Si vous cherchez, j'ai laissé le lien Wikipédia. Et ils disent que c'est semi-sérieux. Et pour moi, ils disent semi-sérieux parce que c'est vrai. J'ai déjà travaillé dans des entreprises qui étaient au moins niveau -1. Donc, qui a déjà travaillé dans une entreprise level 0? OK? 0, c'est facile. On est en gros incompétent. -1, on est incompétent et le manager ne te soutient pas. Mais il demande toujours la même chose. Les -2, on va mettre exprès de mettre des bâtons dans la roue. On va t'empêcher de faire de ton mieux, de faire quelque chose qui est mal défini déjà. Et puis le niveau -3, c'est juste, je vais essayer de détruire le profession entièrement. C'est moi et les concurrents, tous, on va couler tous. Oui, c'est un peu le Brésil, oui. Mais en plus, c'est vrai. Donc, auto-organisation, ça nous aide beaucoup. C'est un point très, très clé dans l'agilité. Mais ça ne vient pas tout seul. Souvent, j'ai mes stagiaires qui me demandent comment on laisse les gens s'auto-organiser. Il y a quelque chose qui est très, très nécessaire pour l'auto-organisation. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un cadrage. Il faut poser un cadre, donner une vision et laisser les professionnels, parce que vous avez bien entendu embauché des professionnels, faire le travail. Et on fait ça avec l'autonomie et l'alignment. Est-ce que vous reconnaissez cette dessin? C'est tiré de 2 petites vidéos qu'on trouve en ligne. Il y a le URL. Je mettrai mes slides sur Internet après la présentation. C'est Spotify Engineering Culture. Il dort. Je te le dis. Spotify Engineering Culture. C'est 2 vidéos de 15 minutes. Ils sont tous en dessin animé, c'est vraiment super intéressant. Je montre souvent aux équipiers et stagiaires parce que ça lui donne de grandes inspirations. C'est la deuxième fois qu'on voit, moi je vois un slide de cette vidéo aujourd'hui. Les équipes, donc on va le laisser auto-organiser. Il y a des programmeurs dans la salle. Qui est programmateur? Ceux qui ne sont pas programmateurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Immutable. Immutable. Quelque chose d'immutable. Comme une chaîne. Quelque chose qui n'est pas changeable. Okay?
Immuable? Merci. Excusez-moi. Une équipe... Oups, j'allais trop vite. Une équipe de développeurs est immuable. Si tu changes quelqu'un, si tu changes un membre de l'équipe, tu as une nouvelle équipe. Tu enlèves quelqu'un d'une équipe, tu as une nouvelle équipe. Tout ce qu'on savait de l'équipe avant est parti. Et donc, Tuckman a fait une étude sur les différentes étapes de formation d'équipe. Et toutes les équipes doivent passer par ces étapes ou rester coincées dans une de ces étapes. Donc, on a toujours le forming. C'est là où l'équipe buzz. Bonjour, je m'appelle. Tu fais quoi? Expertise, machin truc, ok? Après, il y a toujours une période de storming. Le storming, c'est là où on va décider le comportement de l'équipe. On va décider comment on va faire le travail. Souvent, dans le développement, c'est coding standard, quel éditeur de texte. Mais il y a toujours des conflits, des moments où on doit discuter gentiment avec les équipiers pour décider. Après, il y a le norming. Donc là, on a résolu notre différence. On a décidé comment avancer en tant qu'équipe. Et puis, on passe au performing. Donc là, on a tout compris. On sait comment fonctionnent les uns les autres. On ne se pose plus les questions de qui va faire quoi. Et ça se passe tout seul. Et puis, le dernier, c'est un peu triste, mais toute équipe, tout projet prend fin éventuellement. Et on part. Donc, on va travailler mieux ensemble. Qui connaît le livre The 5 Dysfunctions of a Team? Le nom en français est complètement différent. Il y a une référence à la fin du slide. C'est un livre qui est très, très intéressant sur les travail en équipe. C'est similaire du modèle Tuckman, mais toute équipe doit passer ces différents niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le manque de... Attendez. Je traduis. Le manque de confiance. Si on n'a pas confiance les uns et les autres, on ne va pas se montrer ses faiblesses. Donc, si on ne montre pas ses faiblesses, j'ai pas de traduction, on se montre invulnérable. Donc, une fois on a passé cette étape-là, c'est la peur de confrontation qui est liée directement à l'étape Tuckman de storming. Okay? Il faut qu'il y ait des disputes, des conflits doivent être résolus, et si on ne le résout pas, on reste dans l'harmonie artificielle. On dit, ouais, ok, bon, on fait comme tu dis, ça me va très bien. Qui nous amène à l'absence d'engagement. Parce que, ben, en tout cas, on fait comme tu as dit. C'est pas moi qui décide. Et là, on est dans l'ambiguïté qui nous amène à l'évitement de responsabilisation. Donc, c'est pas moi qui ai décidé. Je ne me suis pas engagé. Donc, c'est pas ma faute. Et finalement, on a une intention de porter des résultats. Le manque de qualité, on est tous portés sur juste statut et ego. Moi, je m'en fous, je suis chef de projet. J'ai touché ma prime. Le projet, il est en train de couler et on est en redressement judiciaire, mais c'est pas ma faute. En collaboration, je suis là. Teamwork. Donc, collaboration, ça nous aide beaucoup avec les différents mâles. J'ai perdu le fil. Les effets tunnels. Okay. Dans le livre Les 5 dysfonctionnements de l'équipe, il parle beaucoup de mieux connaître ses collègues et des différentes façons de
de se mieux connaître. Une des façons, c'est de faire passer les tests de personnalité. Qui connaît le test ici? C'est le... J'ai oublié le nom. J'ai un problème de... J'ai pas mes notes visibles, donc c'est le Maslow. C'est Maslow, je pense. Oui. Si vous allez sur 16personnalités.com, vous pouvez faire passer le test, ça prend 10 minutes. Ça te donne si tu es extraverti, introverti, norming, thinking, feeling, différentes choses, c'est traduit. Et après, j'ai trouvé un autre site qui était très intéressant, c'est le Stress Heads. Donc, une fois que vous avez trouvé votre style de personnalité, vous trouvez le stressors de ta personnalité. Et moi, j'ai dit à mes collègues, imprimez-le, mettez sur votre bureau, quelque part on peut le voir. Et comme ça, quand on vient t'embêter, tu dis, ah, ouais, peut-être pas maintenant. Et ça, c'est le mien, et c'est vrai. 15 projets à la fois, ça me stresse. Je ne sais pas pourquoi, mais Excel, j'aime pas. Focus, c'est une valeur agile. Qu'est-ce que nous amène le focus dans l'agile? C'est une blague de Sud, excusez-moi. J'ai écrit ça à Billard. Qu'est-ce que nous amène le focus et pas le focus? Les priorités, oui, les itérations. Quand on travaille en itératif, on a une vision court terme, donc on est plus facilement focalisé sur un but court terme. Le management visuel. Quand on a un tableau, bah, on voit très bien ce qu'il y a à faire là où on est. L'alignement, on a déjà parlé brièvement. Si on est tous alignés sur la même vision, l'alignement, c'est le daily, entre autres. Les daily et les autres réunions, le rétrospectif, le sprint review, tout ça, c'est pour s'aligner. Est-ce qu'on est dans le bon voie? Tout se passe bien. Le rythme aussi, encore les itérations. On travaille de façon un rythme soutenu, ce qui est marqué dans le manifeste agile. Il y a carrément un sous-principe qui dit on travaille un rythme soutenable. Parce que souvent, quand on fait l'effort de faire le projet en 2 semaines, qui était estimé à 3 semaines, on va le faire comment? En faisant des heures sup, bien sûr. Et quand on travaille 45, 50, 60 heures par semaine, on peut faire ça combien de temps? À l'infini? Non, on ne peut pas. On peut faire les heures sup peut-être 2 semaines. Les grands agilistes disent, si tu fais les heures sup plus de 2 semaines, tu as un problème plus grand que ce que tu essaies de résoudre en faisant les heures sup. Et vous allez éclater l'équipe, et donc il faudra replanifier. Slack. Et là, je ne parle pas de channel de communication, bien qu'il y a l'icône. L'idée de Slack, c'est dans une équipe. Si tu fais travailler l'équipe à plein régime tout le temps, par exemple, si vous faites imputer 37 heures par équipier par semaine sur un projet, quand est-ce que le gars va avoir le temps d'innover? Donc l'idée de Slack, c'est de laisser un peu de temps aux employés de réfléchir, de s'épanouir dans leur travail et d'innover. Vous avez tous entendu parler de fameuses 20% de temps chez Google. Je pense que c'est peut-être réduit à 10% maintenant. Mais il y a des entreprises qui laissent une certaine quantité de temps aux développeurs de faire ce qu'ils veulent dans le domaine. Mais
apprendre un nouveau langage. Ce que nous a donné des trucs comme Gmail, Chrome. Donc, si on fait bosser tout le temps plein régime, les gens n'ont pas le temps d'innover, de s'épanouir, d'apprendre des nouveaux technos, veille technologique. On parle souvent de veille technologique, mais on ne vous laisse pas le temps. Ah, ça, c'est pour après le boulot, chez toi. Comme si tu n'avais pas de famille. De l'expertise, il y a 2 frères, les frères Dreyfus. Est-ce qu'il y a des experts dans la salle? Attends, il n'y a pas d'experts? Allez, lève la main. Non? Pas d'experts? On a un derrière. OK? Donc, le modèle de Dreyfus, on a 5 niveaux. On a débutant avancé, compétent, profession et expert. Donc, moi, j'aime bien faire relation avec une recette. Un débutant, il peut acheter un mix de gâteaux et réussir à le faire. Il suit les instructions, il met un œuf, il met les bonnes quantités, il préchauffe le four à le bon degré et il fait le gâteau. Un débutant avancé, il est capable de dire « il était un peu sec, je vais ajouter un peu plus de lait ». Donc, il comprend un peu la démarche. Les compétents, il va commencer à pouvoir mettre des noix, à expérimenter un peu. Les professions, ben lui, peut-être il va se passer complètement le mix et faire avec de levure chimique et de farine et faire son propre gâteau. Et finalement, l'expert, ben c'est les pâtissiers. Dans leur modèle, l'expert est la personne qui innove dans son domaine. Dans notre domaine, c'est les Kent Beck, le Martin Fowler, les gens qui écrivent des livres, qui créent des nouveaux façons de faire. Ce sont des experts. Je trouve ça drôle parce que souvent, si vous cherchez dans les petites annonces de travail, le mot expert est partout. Et surtout, je vois souvent, on cherche un mot d'expert, un expert Angular 2 avec 3 ans d'expérience. Angular 2, il va sortir, il est sorti il y a 1 mois. La change, c'est une des raisons qu'on est là. Qui a déjà essayé de changer quelque chose et ça n'a pas marché? Tous. Vous n'étiez pas là si vous n'avez pas encore essayé de changer. Il y a un livre que je référence à la fin qui catalogue plusieurs types de personnalités qui vont résister et qui va vous aider à changer avec un petit chart ici. Là, j'ai combien de temps? Okay. Voilà, on arrive à la fin. L'honnêteté. Il y a 3 valeurs super principes de l'agilité. Dans l'honnêteté, il faut juste être honnête, hein. Ne pas vous laisser écraser. N'hésite pas de dire la vérité, des injustices. Tu peux le faire en 3 semaines? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Bah, je t'explique pourquoi. Mais être honnête, être mature, ok? D'être agile, c'est de aussi reconnaître ça n'a pas marché comme voulu. Je suis honnête. On avait pensé il y a eu 2 semaines, mais il faut assumer. Il faut aussi apprendre de ses expériences. Vous avez déjà entendu fail fast, fail safe? Oui. J'ai beaucoup de stagiaires qui me disent que, monsieur, en France, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit avoir le droit à l'erreur. On peut échouer tant qu'on apprend de nos échecs. Et il faut échouer. Il y a Thomas Edison. Une fois, quelqu'un a dit, t'en as pas marre d'essayer d'inventer l'ampoule? Ça fait 10 ans que tu travailles dessus. Il dit, non, il dit, j'avance.
Je connais 10 000 façons qui ne marchent pas. C'est véridique, hein? Donc, faut échouer pour apprendre mieux. Comment faire mieux? L'humilité. Voilà. Donc, quasiment tous les sujets de cette présentation s'étaient tirés de au moins ces livres-là. Le Driving Technical Change, c'est le slide, il y a quelques slides de comment aider les gens à changer. Agile with Guts, voilà, celui-là. C'est un livre qu'on peut trouver sur InfoQ, gratuit en PDF. Il est assez récent. Bizarrement, c'est écrit par un Français. Et je n'arrive pas à trouver les versions en français. Mais je vous conseille très très fortement de lire. C'est très très intéressant, plein de bonnes astuces. Et Management 3.0 aussi. Il y a un truc en commun avec les deux. Et en fait, c'est que les idées des autres qui rétissent un peu. Il fait beaucoup de références à d'autres œuvres, d'autres travaux, un peu comme je fais aujourd'hui. Et voilà. C'est fini. Et donc, merci à Agile Tour Paris, à vous tous, pour résumer ma boîte, tous les agilistes et Okiwi. Donc moi, je suis président d'Okiwi à Bordeaux. C'est une association d'informaticiens, on se dit catalyseur d'événements informatiques. Donc, on est aussi hôte de Agile Tour Bordeaux. Je vous invite tous l'année prochaine. C'est déjà passé. Et bien sûr, le slide obligatoire, merci. Et maintenant, c'est fini.